Bien, ben, écoutez, bonjour à vous. C'est notre dernière séance avant la conférence de la semaine prochaine. Donc j'aurai des petites choses à vous dire, justement par rapport à la suite des événements, aussi bien donc au niveau de cours que au niveau des routes dirigées. Donc je vous en parlerai à la fin de cette session. Alors, en tout état de cause, donc on va redémarrer là où on en était la séance dernière. Donc, on avait abordé la question des applications des milieux magnétiques. Et en fait, dans un premier temps, on avait parlé de questions de magnétorésistance géante. Donc, je vous avais dit que ça représentait une technologie qui avait été particulièrement développée il y a en gros une vingtaine d'années. Et maintenant, on est dans un autre stade qui est ce qu'on appelle la spronique, mais en fait qui est une technologie dérivée du principe de la magnétorésistance. Le principe est le même et simplement la façon de faire est un petit peu différente. Alors le deuxième volet que je voudrais aborder avec vous, c'est la supraconductivité. Donc j'en avais touché très rapidement un mot en fin de cette dernière. Et puis donc là, on va en parler un petit peu plus à fond. Alors, je vous rappelle simplement ce que j'avais commencé de raconter en fin de séance dernière, à savoir la découverte de la supraconductivité a été relativement due au hasard. Comme souvent en science, c'est un petit peu une affaire de chance. Euh, donc, Kamerlingh Onnes, il y a donc plus d'un siècle, il avait voulu faire des mesures de résistivité du mercure. Et dans son idée, il s'agissait en fait de vérifier les propriétés classiques de la mécanique statistique, et à savoir si on prenait les particules, donc par exemple les électrons de conduction dans un métal, eh bien, classiquement parlant, on dirait qu'ils ont une énergie cinétique qui est 1 demi de mv², et la théorie de la mécanique statistique dirait que quand on est une température T, eh bien, en moyenne, chaque électron, il a une énergie qui est 3 demi de la constante de Boltzmann fois la température en Kelvin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le V carré, il est proportionnel à la température, mais l'implication de ça, ça veut dire que si on va à température nulle, eh bien, l'électron, il ne se déplace plus, vu que sa vitesse serait zéro. Et dans ces conditions, tout matériau, quand on refroidit à température nulle, pensait-on à l'époque, ça devrait se transformer en isolant. Alors, Kamerlingh Onnes a fait l'expérience. Donc, il a refroidi jusqu'à la température de l'hélium liquide, 4 degrés K. Il a refroidi le mercure. Et, aux surprises, il a constaté que eh bien, la résistance, la résistivité de son mercure tombe à zéro brutalement à sa température de liquéfaction de l'hélium. Et en fait, fortuitement, il avait découvert la supraconductivité. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il a eu de la chance parce qu'il est tombé sur un matériau métallique qui, il se trouve, est supraconducteur. Mais en fait, de toute façon, indépendamment du fait qu'il s'agissait d'un supraconducteur, cette idée classique que tout matériau à température nulle doit se comporter comme un isolant est fausse de toute manière, et elle est fausse parce que si on regarde, en fait, même un métal normal, c'est-à-dire pas supraconducteur,
eh bien, ce qu'on constate, c'est que quand on le refroidit, sa résistivité, sa résistance, si vous préférez, eh bien, elle va être finie, c'est-à-dire elle ne va même pas être, elle n'est pas zéro, mais elle reste quand même finie à température nulle. OK, donc ça veut dire que pour un matériau qui est normal, qui est un métal de conduction normale, ben, en fait, cette courbe qui s'amorçait là, elle aurait continué jusqu'à atteindre ce point-là à température, enfin quelque part par là, à température nulle. Mais là, bon, il se trouve que le mercure, lui, était supraconducteur. Alors, ce fait que néanmoins, si on a un matériau qui est un métal, donc qui a des électrons de conduction, le fait que sa résistivité à température nulle soit finie, c'est-à-dire qu'il conduise, eh bien, en fait, c'est dû au fait, bien sûr, que la mécanique quantique vous dit que quand vous êtes dans un régime qui est quantique, c'est-à-dire une température qui est très, 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 très basse, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un principe de mécanique quantique qui dit que les électrons ne peuvent pas occuper tous le même état quantique, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir une énergie cinétique, parce que s'ils avaient tous la même valeur de l'énergie cinétique, à savoir zéro, comme le prédit la mécanique statistique classique, eh bien, ils seraient tous dans le même état, et ça, c'est interdit par la mécanique quantique. Ça veut dire que cette propriété que l'énergie cinétique moyenne des électrons, elle est thermique, elle est donnée par 3,5 de kBt, en fait, la mécanique quantique dit de toute façon c'est faux, indépendamment du fait que vous pouvez trouver un supraconducteur, mais même pour l'état normal, cette propriété ne peut pas tenir parce que la mécanique quantique vous dit que en fait, les électrons, ils doivent tous avoir des énergies cinétiques différentes. Et ça veut dire, comme elles sont positives, ces énergies cinétiques, ça veut dire que, en fait, ils ont une vitesse. Et cette vitesse, eh bien, fait que, du coup, les électrons, même à température nulle, dans un métal normal, se déplacent. Et donc, vous avez de la conductivité comme il se doit. Alors, conductivité, puisque c'est de ça dont on parle, eh bien, bon, donc regardons un peu le tableau périodique et qu'est-ce que l'on observe, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'il y a beaucoup d'éléments qui potentiellement sont des supraconducteurs. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, les éléments qui peuvent devenir supraconducteurs à pression ambiante, c'est-à-dire à pression atmosphérique, et puis en vert, ceux qui deviennent supraconducteurs, mais nécessitant une pression qui peut être élevée. Voilà, et que donc, ce que l'on observe, c'est que en fait, si on regarde la première colonne du tableau périodique, on voit que par exemple le sodium, le potassium, le rubidium, ce sont de très bons métaux, mais ils ne sont pas supraconducteurs. Donc en d'autres termes, le message que je veux faire passer ici, c'est que la supraconductivité n'est pas associée à une propriété bonne métallicité des éléments que l'on a. Si on regarde par exemple de la même manière le nickel ou le cuivre, les fils électriques, c'est des fils de cuivre, donc c'est un très bon conducteur, mais en fait, ce n'est pas un bon supraconducteur du tout en soi, le cuivre. Voilà, donc revenons donc, enfin, passons à la courbe que je vous ai montrée simplement pour illustrer le fait qu'un métal, eh bien, ça n'est pas nécessairement un supraconducteur à température nulle. On voit qu'il y a une résistance qui est finie. Par contre, un supraconducteur, on va observer qu'il y a une température caractéristique du matériau au-dessous de laquelle eh ben, le matériau il perd toute résistivité, c'est-à-dire c'est un excellent conducteur, mais néanmoins, il est non seulement excellent conducteur, mais il a une résistance qui est complètement nulle au passage du courant, alors que
un métal normal, eh ben lui, il offre quand même une résistance au passage du courant, même si c'est un très bon conducteur. Et en plus, donc, on pourrait se dire, ben, du coup, on va essayer de fabriquer des matériaux qui sont tous supraconducteurs, de telle sorte que, évidemment, il n'y ait pas de résistance au passage du courant électrique. Et du coup, bah, ça serait extrêmement favorable parce que quand vous payez une facture d'électricité, bah, pour une bonne part, vous payez le fait que l'amener du courant chez vous et le passage du courant chez vous s'accompagne d'effets Joule et néanmoins, vous payez la facture. Tandis que là, ici, bah, il n'y aurait pas de résistance, pas de perte, et donc les factures seraient extrêmement basses. Alors, manque de chance, comme on va le voir, en fait, un maillot qui est supraconducteur, il est relativement fragile, c'est-à-dire que, en fait, si le courant qui passe est trop intense, eh ben, il perd la propriété de supraconductivité. Donc, c'est un peu délicat à développer cette technologie. Alors, simplement, les fondateurs, eh bien, une fois que Kamerlingh Onnes avait découvert, expérimentalement parlant, la supraconductivité, il a fallu 47 ans, 46 ans, 47 ans, pour que les gens comprennent de quoi il s'agissait. Et ceux qui ont expliqué la supraconductivité, donc Bardeen, Cooper et Schrieffer, ils ont fait une théorie qui permettait de comprendre pourquoi un matériau était supraconducteur. Donc, ils ont été récompensés, bien sûr, du prix Nobel. Mais pour la petite histoire, en fait, la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles ça avait pris autant de temps, c'est que, alors je mets des guillemets à ce que je dis, mais c'est que, en fait, l'idée de la supraconductivité, à la base, c'est le fait de dire que les électrons veulent former des paires, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme si deux électrons s'attiraient pour former un couple, et évidemment, l'interaction coulombienne de charges de même signe, elle défavorise totalement ce genre d'appariement, et pourtant, c'est bien ce qui se passe, mais par, j'allais dire, un mécanisme qui quand même met en jeu autre chose que les électrons proprement dit. Alors, ok, donc une fois qu'ils ont fait leur théorie microscopique, Bardeen, Cooper et Schrieffer, eh bien, les gens ont dit non, c'est pas possible, parce que justement, ils étaient choqués par cette idée selon laquelle des électrons pouvaient, entre guillemets, s'attirer. Et il a fallu donc attendre à nouveau presque une vingtaine d'années pour que Josephson, donc un scientifique britannique, propose une expérience qui démontre la réalité de cela. Et donc, cette expérience a été concluante et du coup, il a été récompensé par le prix Nobel. On pensait, une fois que ces deux phases, disons, de la supraconductivité avaient été franchies, ces deux étapes avaient été franchies, on pensait que c'était la fin de l'histoire. Et évidemment, il y a eu une grosse surprise il y a un peu plus d'une trentaine d'années, lorsque eh bien, donc, deux scientifiques en Suisse, donc Müller et Bednorz étant l'étudiant de Müller, ont montré, ont mis en évidence qu'il pouvait exister de la supraconductivité dans des matériaux qui sont essentiellement des isolants. Alors, comme je vous ai dit au début, un métal n'est pas forcément un supraconducteur. Mais c'était particulièrement choquant de penser qu'un isolant pouvait être un meilleur supraconducteur qu'un métal, et pourtant c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est la découverte expérimentale majeure qu'ils ont faite, pour laquelle, bien sûr, ils ont été récompensés du prix Nobel. Alors pour dire le type d'isolant dont il s'agit, c'est des céramiques. Le type de céramique que l'on utilise pour faire des plombages de dents, c'est-à-dire pour réparer les caries. Maintenant, il y a des alliages, et ces alliages sont des céramiques. Et c'est de ce type de matériaux que Bednorz et Müller ont
un supraconducteur, donc à base d'oxyde de cuivre, et ce qui leur a valu l'attribution du prix Nobel. Alors, si on regarde un peu l'histoire de la supraconductivité, donc on voit la découverte ici de Kamerlingh-Onnes. Au début, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire, même si on va, ça c'est Bardeen, Cooper et Schrieffer, ça c'est Josephson, on voit que jusqu'aux années, au milieu des années 1980, il n'y a pas eu beaucoup de progrès du point de vue de la température TC au-dessous de laquelle le matériau devient supraconducteur. Bon, donc là, c'est évidemment une échelle en degrés K, donc en Kelvin. Donc on voit que c'est quand même assez froid, puisque 40 Kelvin, ce qui était vraiment un record jusqu'à la découverte de Bednordt-Seller, c'est la surface de la température, la surface de Pluton. Donc c'est pas énorme. Puis tout d'un coup, quand Bednordt-Seller ont mis en évidence de la supraconductivité dans des céramiques, des oxydes de cuivre, et bien tout d'un coup, il y a eu une montée gigantesque dans les découvertes de matériaux à base d'oxyde de cuivre, donc, et donnant lieu à de la supraconductivité. Et on voit que jusqu'à il y a à peu près 13 ans, on est monté à une température qui est un petit peu plus élevée que 140 Kelvin, enfin 150 Kelvin, donc on est loin de la température ambiante, bien évidemment, qui serait plutôt près de 290 Kelvin. Et du coup, vous voyez qu'il y a une espèce de plateau à l'arrivée des années, enfin, autour des années 2000, et du coup, on aurait pu se dire que l'histoire s'arrêtait là. Eh ben non, puisqu'on voit que ici, il n'y a pas très longtemps, ici, tout d'abord, il y a 5 ans, une équipe donc à l'Institut Max Planck de l'Université de Mainz, en Allemagne, ils ont découvert que en fait, on pouvait, sous une pression extrêmement élevée, puisqu'on parle de 1,5 million de barres, donc une barre, d'accord, c'est l'unité du bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Vous avez 1,5 million de 10 puissance 5 pascal. Eh bien, vous pouvez avoir une température critique dans un matériau qui est tout simplement le sulfure d'hydrogène. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour faire des boules puantes, d'accord. Et en fait, sous l'effet de la pression, eh bien, ce H2S se transforme en H3S qui, lui, devient supraconducteur à une température qui n'est pas loin de la température ambiante. Et en 2018, donc il n'y a guère que 2 ans, on a même monté ce record à une température qui est de 250 Kelvin. Donc le TC, je vous rappelle, c'est la température en dessous de laquelle le matériau devient supraconducteur. Mais là, on parle de pression absolument gigantesque. Donc évidemment, d'un point de vue technologique, c'est un petit peu plus un défi d'arriver à en faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais ça suggère que, en fait, l'histoire de la supraconductivité n'est pas arrivée à son terme. Alors, un élément, celui qui va nous permettre de nous raccrocher à ce qu'on a fait au niveau des milieux magnétiques, c'est en fait de voir les caractéristiques. Qu'est-ce qui est caractéristique de la supraconductivité? Alors, la première chose qu'on a vue, c'est Kamerlingh-Onnes qui l'a vu, c'est de constater que quand on abaisse la température en dessous de la température critique, TC, du matériau supraconducteur, il n'a plus de résistance. Et au début, on avait pensé que c'était la caractéristique du supraconducteur. Mais en fait, 20 ans, plus de 20 ans après la découverte de Kamerlingh-Onnes, eh bien, Meissner a découvert un effet beaucoup plus caractéristique de la supraconductivité, c'est-à-dire la signature véritable de la supraconductivité, c'est cet effet que je vais décrire, qui s'appelle donc l'effet Meissner. Et cet effet, c'est indiqué dans ce transparent, c'est le fait que le matériau supraconducteur
c'est un diamagnétique parfait. C'est-à-dire le fait que, vous vous rappelez, quand on a parlé de magnétisme induit par un champ magnétique H extérieur appliqué, eh bien on a dit ça veut dire que l'aimantation du matériau, sous l'effet de la loi de Lenz, c'est-à-dire sous l'effet de la loi qui dit que lorsqu'on fait varier le flux magnétique d'un système, eh bien, il va s'opposer à cette augmentation du flux magnétique en créant des courants qui vont créer une induction qui va s'opposer à l'application ou au retrait du champ magnétique H extérieur. Eh bien, on a dit, mais oui, donc cet effet-là, ça mène à une susceptibilité magnétique qui indice M, qui est négative, mais pour les matériaux, le qui indice M, c'est compris entre 10 puissance moins 9 au signe près, donc moins 10 puissance moins 9 pour un gaz, et moins 10 puissance moins 6 pour, disons, un matériau qui peut être solide. Mais c'est très, 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 très faible. À l'inverse, quand on a affaire à un supraconducteur, eh bien, le diamagnétisme parfait signifie qu'il a une susceptibilité magnétique qui indice M vaut moins 1. Et le fait que ça vaut moins 1, eh bien, on va voir que ça signifie que l'induction magnétique à l'intérieur du matériau supraconducteur va être égale à 0. Donc les deux caractéristiques du supraconducteur sont normales. Alors là, je les ai recensées comme résistance nulle en 1, diamagnétisme parfait en 2, mais en réalité, c'est l'inverse qu'il faudrait dire, c'est-à-dire diamagnétisme parfait en 1 et résistance nulle en 2. Et techniquement parlant, quand on veut s'assurer qu'un matériau est supraconducteur, le critère résistance nulle, eh ben, ce n'est pas un bon critère, c'est-à-dire on vérifie que c'est un diamagnétique parfait. Sinon, on n'est pas sûr qu'il soit véritablement supraconducteur. Alors, je vais sauter, mais je reviendrai sur le transparent après. Donc, je vous rappelle que dans un milieu magnétique, lorsqu'on applique un champ extérieur H, eh bien, à l'intérieur du matériau magnétique, on induit une aimantation, grand M, et l'induction magnétique B à l'intérieur de ce matériau, ici, elle est donnée par mu0, facteur de M, l'aimantation, plus H, le H qui est à l'intérieur, pas ça c'est le H extérieur, mais le H qui est là, c'est le H à l'intérieur du matériau. Et dans la mesure où l'aimantation grand M est donnée par le produit qui indice M fois H, si qui indice M est égal à moins 1, vous voyez que la somme de ces deux termes donne 0. Et donc, ceci est véritablement la caractéristique, la signature de la supraconductivité. Alors, je reviens justement le intransparent en arrière. Donc, voilà l'expérience que l'on fait. On prend une bille, ici, de niobium. Le niobium, c'est un matériau qui devient supraconducteur en dessous d'une température critique, de l'ordre d'une quinzaine de degrés Kelvin. Et d'abord, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on plonge la bille de niobium, on la plonge dans un champ magnétique. Ici, ces lignes qui sont là sont simplement les lignes du champ magnétique extérieur appliqué. Okay. Très bien. Alors, ça, c'est à la température ambiante. Et puis, on refroidit la bille de niobium en dessous de sa température TC, température à laquelle elle devient supraconductrice. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que les lignes d'induction magnétique qui étaient là, ça c'est le champ magnétique, mais quand on n'est pas supraconducteur, ben, je vous ai dit, dans la partie du magnétisme induit, essentiellement, le H et le B sont reliés par B égale mu0H, parce que le qui M est tellement faible pour un matériau diamagnétique traditionnel
que, en fait, on peut confondre B et mu0H, donc en fait, c'est presque pareil. Quand on est dans la phase supraconductrice, l'induction magnétique à l'intérieur B1 doit être égale à 0. Et donc, ça veut dire que les lignes de B sont expulsées du matériau. Donc ici, B est égal à 0. Alors ici, les lignes qui sont représentées là sont des lignes de l'induction magnétique. Si on regarde les lignes de H, elles continuent à rentrer dans le matériau. Mais par contre, B, l'induction B, doit être égale à 0. Donc à l'extérieur, la ligne de B et la ligne de H, c'est pratiquement la même chose. Et par contre, à l'intérieur, les lignes d'induction magnétique, eh ben, il n'y en a pas, vu que B intérieur doit être égal à 0. Alors voyons voir d'une manière un peu plus forte ce que cela veut dire. Quand on a un métal qui est parfait, c'est-à-dire pas un supraconducteur, mais un métal parfait, métal parfait signifie un métal qui n'a pas de résistance. R est égal à 0. Et comme je vous ai dit, le fait que la résistance soit nulle pour un métal normal ne signifie pas qu'il soit supraconducteur. Mais le fait que sa résistance soit nulle, ça veut dire la chose suivante. Si je veux faire varier le flux de l'induction magnétique B au travers d'un circuit qui est constitué de ce métal normal, eh bien, par exemple, je prends une spire de ce métal, j'applique un champ magnétique H, donc auquel correspond une induction B, donc il y a un flux de B au travers de la spire. Eh bien, si je fais varier le flux de B, immédiatement, il y a une force électromotrice d'induction pour s'opposer à cette variation. On a vu ça quand on a parlé de la spire, quand on a regardé dans le chapitre 5. Et donc, la force électromotrice, s'il y a un courant qui circule et si le matériau était normal, cette force électromotrice doit donner le produit de la résistance par l'intensité. Si on a un métal parfait, R est égal à 0, comme je vous ai dit. Donc ça veut dire que ce produit-là est égal à 0, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de force électromotrice, c'est-à-dire que le flux de B doit être égal à une constante. Ok, conséquence, on avait appliqué un champ magnétique H sur notre spire. Il y avait du flux de B qui traversait le plan de la spire. Bon. Et comme je vous ai dit, si on a un métal qui est parfait, le flux de B au travers du plan, enfin du disque limité par la spire, ce flux de B ne peut pas varier. Ce qui veut dire que si vous coupez le champ magnétique extérieur H, le B à l'intérieur de ce disque ne peut pas varier parce que vous ne pouvez pas faire varier le flux de B si vous avez affaire à un métal parfait. Moralité, il va y avoir des courants qui vont se mettre à circuler sur la spire pour forcer B à être constant. Mais par contre, si vous avez un matériau qui est supraconducteur, il va expulser complètement B. Donc voilà la différence qu'il y a entre un métal parfait et un supraconducteur. Voilà, donc je reviens à cette expérience. Donc pour un supraconducteur, ici sous la forme d'un cylindre, eh bien, si vous appliquez un champ magnétique extérieur H, auquel correspond une induction qui est de l'ordre de mu0H, et si votre matériau devient supraconducteur, eh bien, immédiatement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des courants qui vont circuler à la surface de ce matériau supraconducteur pour faire en sorte que le B à l'intérieur, ici, soit égal à 0. Mais comme j'ai dit, B égale à 0, ça ne veut pas dire H égale à 0, puisque ici, vous voyez que quand vous êtes à l'intérieur du matériau supraconducteur, il est diamagnétique parfait, c'est-à-dire que M est égal à moins H, mais donc c'est-à-dire que H n'est pas nul. Okay, et dans ce cas-là, on a une expulsion totale des lignes flux de B, l'induction magnétique.
Voilà, donc ceci résumé dans ce transparent. Voilà. Donc la bille de niobium qui devient supraconductrice. Le B à l'intérieur est égal à 0. Du coup, ça veut dire qu'il y a cette bille, eh ben, elle développe une aimantation. Alors rappelez-vous, hein, on avait fait le calcul de l'aimantation d'une bille aimantée. Voilà. Mais pour notre supraconducteur, on est dans la situation où Qm est égal à moins 1, c'est-à-dire M est égal à moins H. Très bien. Donc, le point est le suivant, on dirait, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter H extérieur, et du coup, le H intérieur, lui aussi, va augmenter. Et bon, il ne va rien se passer de particulier. On aura toujours un matériau supraconducteur. Et si on mesure l'aimantation de cette bille en fonction du champ H, champ magnétique, eh ben, on va trouver une loi qui nous dit que M est égal à moins H, c'est-à-dire que moins M doit varier linéairement en augmentant avec H, parce que là, je trace moins M, donc c'est H. Donc, je dois trouver moins M égale H tout le temps. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une catastrophe qui se passe si l'intensité du champ magnétique appliqué dépasse une valeur critique, HC. Donc, en d'autres termes, un supraconducteur qu'on appelle de type 1 d'ailleurs, eh bien, ce supraconducteur, il ne reste supraconducteur que tant que l'intensité du champ magnétique H appliqué, extérieur, elle est plus petite qu'une valeur HC limite. Au-delà, le système, il n'a plus d'aimantation. Et dans ce cas-là, il se comporte comme un matériau traditionnel. Donc, s'il voulait être métallique, il est métallique. S'il voulait être isolant, il redevient isolant. Alors, ce champ critique, HC, en fait, c'est une fonction de la température. Et bien évidemment, ce à quoi on doit s'attendre, c'est que quand la température est égale à la température critique du matériau, Tc, eh bien, évidemment, le matériau, il est de toute façon plus supraconducteur. Donc, ça veut dire que le HC en question, au-dessus duquel le matériau est plus supraconducteur, tombe à 0, puisque, en fait, quand T est supérieur à Tc, le matériau est plus supraconducteur. Et donc, évidemment, le HC en question, il va être 0. Donc, ici, représenté pour quelques éléments, les valeurs des champs. Alors ça, c'est une unité un peu particulière. Ce n'est pas des Tesla, là, c'est des Gauss. Et donc, en fait, un Tesla, c'est 10 puissance 5 Gauss. Alors, ça, c'est les unités, j'allais dire, antiques de magnétisme, mais bon. Et on voit ici que ces valeurs de HC tombent à 0 aux températures critiques des éléments correspondants. Donc pour le oncle, c'est entre 6 et 7 Kelvin. Le mercure, je vous avais dit, c'est 4 degrés K, à peu près 4,2 degrés K, etc. pour les autres. Et on voit que la façon dont HC approche 0 lorsqu'on se rapproche de TC, vous voyez qu'ici, on a une expression qui est de la forme 1 moins A carré, c'est-à-dire 1 moins A, facteur de 1 plus A. Et du coup, lorsque T approche TC, eh bien, cette expression, elle est linéaire dans la variable 1 moins T sur TC. Donc, ça approche linéairement de 0, le champ critique, lorsque on se rapproche de TC. Alors, bon, donc on va essayer de décrire d'une manière électromagnétique un peu cette expulsion du champ magnétique dans le supraconducteur lorsque le matériau est supraconducteur comme il faut. Alors, je vous ai dit, je l'ai montré dans ce transparent-là, l'expulsion des lignes d'induction magnétique B à l'intérieur du matériau, eh bien, c'est lié au fait qu'il y a des courants
qui vont se mettre à circuler à la surface du matériau. Donc là, si on a cette bille de niobium, on a des courants qui vont circuler sur la surface de cette sphère, voire, rapportez-vous à l'exercice qui était donc dans la feuille de TD numéro 5, le premier exercice, et l'aimantation, donc, elle est dans cette direction, hein, comme ça. Très bien. Donc, et seulement, comme on a affaire à un matériau diamagnétique, ben, il faut faire attention que le Qm est égal à -1. Mais sinon, au point de vue direction, c'est bien suivant Z. Alors, du coup, ça s'associe aussi à des courants qui circulent sur la surface donc, de cela, et ça se comporte comme une espèce de solénoïde, comme on l'a dit. Ça n'a pas la forme d'un solénoïde, mais le système pour décrire l'aimantation, ben, c'est un peu des spires de courant jointifs, comme dans un solénoïde. Simplement, leur diamètre change puisqu'on a une sphère et pas un cylindre. Ok, alors revenons là. Donc, c'est précisément ce phénomène d'atténuation de l'induction magnétique lié à ces courants de surface que l'on va décrire ici. Alors, pour voir cela, déjà, il faut un peu se rapporter à la situation d'un métal normal. Alors, ça, on avait fait l'exercice, disons, dans la première partie des TD qui concernait les milieux diélectriques. Donc, pour la dernière feuille de TD, la feuille 3, même un peu, me semble-t-il, vers la fin du T2 déjà, mais on a dit, si on prend, donc si on considère un matériau qui est un métal normal, on veut dire le mouvement des électrons sous l'action d'un champ électrique appliqué. Très bien, donc la loi fondamentale de la dynamique, hein, la relation fondamentale de la dynamique, nous dit que le produit de la masse de l'électron par l'accélération, dV sur dt, eh bien, c'est la somme des forces appliquées. Alors, si le déplacement de l'électron est dû à un champ électrique, eh bien, la force correspondante qui met en mouvement l'électron, c'est le produit de la charge de l'électron par le champ appliqué. C'est la force de Coulomb. Et en fait, dans un matériau normal, ben, il y a toujours des impuretés, ce qui fait que les électrons, en fait, ils heurtent ces impuretés. Il y a un effet d'atténuation, qui est un effet comme une force de frottement, si vous préférez, et qui se traduit par un terme phénoménologique qui est moins le produit de la masse par la vitesse de l'électron divisé par un temps caractéristique. C'est tout à fait ce qu'on avait vu. Alors ça, en fait, une telle équation se résout extrêmement facilement, puisque si on fait passer le terme de frottement, d'amortissement, on le fait passer dans deux gauche, on voit que, et on divise par petit m, on voit que dV sur dt plus V sur tau égale QE sur M. Donc, on a une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant en V, et on sait la résoudre, puisque la solution, c'est une solution particulière de cette équation, plus la solution générale de l'équation sans second membre. Alors, une solution particulière, vous voyez qu'il y en a une toute trouvée, qui est de dire V égale Q fois tau sur M fois E. En d'autres termes, je dis que ça, c'est égal à 0. Okay, ça veut dire dV sur dt est égal à 0. Et bien évidemment, c'est bien une solution particulière, parce que si V est une constante, dV sur dt est égal à 0. Donc ça satisfait bien cette équation-là. Quant à la solution générale de l'équation sans second membre, comme je vous ai dit, c'est dV sur dt plus V sur tau est égal à 0. Et ça, la solution, c'est V égale V0 exponentielle de moins T sur tau. D'accord? Donc ça veut dire qu'au bout d'un temps qui est de l'ordre de tau, la partie exponentielle vous dit que le V en question est écrabouillé complètement, sauf qu'il y a un terme constant, heureusement. Donc ça veut dire que V de T, c'est 0 exponentielle moins T sur tau plus
Q taux sur M fois E, la partie exponentielle disparaît au bout d'un temps qui est de l'ordre de taux, et il ne reste plus que la partie constante. Bon. Le vecteur densité de courant, JV, c'est la densité d'électrons fois la charge de l'électron. Donc ça, c'est la densité volumique de charge fois la vitesse de l'électron. On replace dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que JV est proportionnel au champ électrique. La constante de proportionnalité, qui est là, NsQ2 taux sur M, c'est ce qu'on appelle la conductivité du métal. JV égale sigma fois E, c'est la forme locale de la loi d'Ohm. Et, naturellement, si taux tend vers l'infini, c'est-à-dire si ce terme-là n'existe plus, la conductivité est infinie, et ça dit qu'a priori, vous avez soit un métal qui est parfait, R est égal à 0, puisque la conductivité est infinie, la résistivité est nulle, ou bien vous pouvez avoir un matériau supraconducteur. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est dans cette limite où taux devient infini, ce terme-là n'existe pas, ça veut dire que Q est égal à m dV sur dt. Ça veut dire que, alors que, en règle générale, le terme qui est important, c'est celui-là, et pas celui-là. Celui-là, vous pouvez le mettre égal à 0. En fait, pour un matériau qui est superconducteur, c'est l'accélération qui est le terme important. Ici, vous voyez qu'on écrit la relation fondamentale de la dynamique sous la forme suivante. Donc, on dit F est égal à QE. Alors, il y a un terme, parce que la forme de la loi de Lorentz vous dit que, en fait, vous devriez avoir en présence d'une induction B quelque chose qui est Q facteur de E plus V vectoriel B, comme la force qui agit sur les objets qui sont mis en mouvement. Mais en fait, ce terme-là est très négligeable, toujours négligeable devant celui-là. Donc, en fait, on a toujours F est égal à E. Et si on a affaire à un supraconducteur pour lequel ce taux-là est infini, ce F est égal à m dV sur dt. Alors, juste une petite remarque, je vous ai dit, que je n'ai pas du tout démontré, mais ce que je vous ai dit, c'est que, en fait, la supraconductivité, lorsqu'on a de la supraconductivité, tout se passe comme si les électrons que l'on avait formés des paires, et donc ça veut dire que tout se passe comme si les objets qu'on avait, ce n'étaient pas des électrons individuels, mais des couples, des paires d'électrons. Donc la charge ici, Q, serait 2 fois la charge d'un électron, et le M étoile qui est là, c'est 2 fois la masse d'un électron. C'est pour ça qu'on l'a noté M étoile et pas M comme ici. Bon. Alors du coup, on redit à nouveau ce qu'on disait, c'est-à-dire que la densité volumique de charge, c'est le produit de la densité, le vecteur, densité volumique de courant, c'est la densité volumique de charge ns fois q fois la vitesse. Bon. Et si je dérive par rapport au temps, donc d de jv, oula, la flèche, elle s'est déplacée, pas très grave. d de jv sur dt, ceci est égal à ns fois q fois dv sur dt. Et dv sur dt lui-même, c'est QE sur m étoile. Donc ça veut dire que d de jv sur dt est égal à ns fois q2 divisé par m étoile fois e. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le rotationnel de cette expression. Donc, on va dire d sur dt de rotationnel de JV égale nsq2 sur m étoile, qui est une constante, rotationnelle de E. L'équation de Maxwell-Faraday vous dit rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Moralité, on a d de JV sur dt est égal à moins nsq2 sur m étoile dB sur dt. Donc d sur dt de rotationnel de JV égale proportionnel
à D de AD de B sur dt. Comme il y a D sur dt à gauche et D sur dt à droite, ben, ça veut dire que, en fait, l'expression que l'on a là, c'est une constante. Ça va être une constante par rapport au temps. C'est-à-dire, si on intègre l'expression en temps, on va avoir rotationnel de JV égale moins ns Q2 sur m étoile fois B plus une constante. Et en fait, cette constante, elle est 0. Et ceci, cette équation qui est là, rotationnel de JV égale moins ns Q2 sur m étoile fois B, c'est ce qu'on appelle l'équation de London. Donc les frères London et London, ont établi cette équation pour un matériau qui est supraconducteur. D'accord ? Donc on va voir la conséquence de cette équation de London. Donc maintenant, j'allais dire l'électrodynamique, c'est-à-dire les équations qui permettent, les équations de Maxwell modifiées pour la situation du supraconducteur sont les suivantes. Ben, il y a l'équation de London, dont je viens de parler. Il y a l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale mu0 JV. Divergence de B est égale à 0, ça c'est Maxwell-Gauss. Et là, vous remarquez que pour Maxwell-Ampère, il n'y a pas d'autre terme. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me place dans une situation statique. C'est-à-dire, ce que je veux regarder, c'est l'impact de ces équations de Maxwell dans la limite statique en présence de l'équation de London. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a l'équation de Maxwell-Ampère. Et bien, on va prendre le rotationnel de cette équation de Maxwell-Ampère. Donc, on aura rotationnel de B dans le membre de gauche. Rotationnel de B, c'est gradient de la divergence de B moins le Laplacien vectoriel de B. Mais la divergence de B est égale à 0, Maxwell-Gauss. En conséquence, ici, rotationnel de B, c'est moins Laplacien B. Et ceci est égal à mu0, rotationnel de JV. Et rotationnel de JV, c'est moins ns sur m étoile fois B. Donc, au total, il y a moins ici, et là, il y avait moins Laplacien vectoriel de B, et donc on aboutit à Laplacien de B égale mu0 ns Q2 sur m étoile fois B. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate ici Laplacien de B. Ben, c'est une dérivée seconde par rapport à l'espace. Et ici, dans le membre de droite, on a B fois quelque chose. Ben, évidemment, du coup, par homogénéité, ça veut dire que ce qui est là doit être homogène à l'inverse du carré d'une longueur, puisque ça, le Laplacien, eh bien, c'est précisément la dérivée seconde par rapport à une longueur. Donc ici, ça veut dire qu'on pose 1 sur une longueur au carré égale mu0 ns Q2 sur étoile, et c'est s'appelle la longueur de pénétration de London. Ça veut dire que l'équation qui est là est Laplacien de B égale B sur lambda carré. Lambda London au carré. Bien. Donc, prenons un échantillon supraconducteur ici. Donc, mettons de forme cylindrique, mais peu importe. Et puis, ici, donc, l'axe de notre cylindre, c'est ce qui définit la coordonnée Z. Et puis, on applique une induction extérieure, B0, ici. Donc, le champ magnétique extérieur, c'est mu0, 0, B0. Et on regarde ce qui se passe. Si c'était un matériau standard, non supraconducteur, y compris un métal, parfait, eh bien, on aurait B0 partout à l'intérieur. Mais là, le B à l'intérieur, eh ben, il est solution de Laplacien B égale 1 sur lambda L carré fois B.
OK. Alors, on a juste une seule coordonnée, qui est Z, ici. Alors là, le Laplacien, c'est très simple. Vous voyez que c'est un Laplacien vectoriel. Ça veut dire que c'est Laplacien de Bx, Laplacien de By, Laplacien de Bz. Alors, le B0 extérieur est parallèle à x, donc ça veut dire qu'ici, on a juste Laplacien de Bx. Comme il n'y a qu'une coordonnée qui varie, eh bien, ici, ça veut dire que le B à l'intérieur dépend de la seule coordonnée Z, et du coup, ça veut dire qu'on va avoir Bx fonction de Z, et donc Laplacien de Bx va être tout simplement d de Bx sur dz2. Et ceci est égal à 1 sur lambda London au carré fois Bx. Bien. Alors, la solution de cette équation, disons, différentiel du second ordre à coefficient constant, bah, c'est Bx de Z égale B0 exponentielle moins Z sur lambda London. Donc, quand on dérive deux fois par rapport à Z, eh ben, on voit que ça fait bien 1 sur lambda London au carré fois Bx de Z. Donc, ça veut dire que le Bz ici, le B de Z ici, donc l'induction magnétique s'écrabouille à l'intérieur du matériau supraconducteur avec une longueur caractéristique, la longueur de pénétration de London. C'est bien pour ça qu'on l'appelle longueur de pénétration, c'est-à-dire que B, l'induction magnétique à l'intérieur du supra, survit sur une profondeur qui est de l'ordre de lambda L. Et cette longueur de pénétration de London, vous voyez que c'est compris entre le nanomètre et la centaine de nanomètres. Donc ça veut dire que l'induction magnétique pénètre sur une toute petite profondeur à l'intérieur du matériau, mais après, elle est égale à 0. Donc l'effet brutal que je vous avais mentionné comme étant caractéristique de la supraconductivité, le fait que l'induction magnétique qui est expulsée à l'intérieur du supraconducteur, c'est presque strictement vrai, mais pas tout à fait. Ça veut dire que quand même, à la surface du matériau, il y a une petite pellicule de profondeur lambda L pour laquelle il reste quand même un peu d'induction magnétique, mais la raison de l'existence de cette petite pellicule, c'est qu'il y a des courants qui circulent, des courants supraconducteurs, et l'effet de ces courants, c'est justement de tuer l'induction magnétique qui voudrait pénétrer à l'intérieur du matériau supraconducteur. Alors, quelles sont les conséquences de cela, de cette supraconductivité? Eh bien, voilà, donc on avait vu, quand on avait parlé du diamagnétisme, on avait vu l'expérience de la grenouille. Eh bien, ici, c'est quand même, on va dire, un peu plus civil ou civilisé. On a la chose suivante, on a donc un aimant, là, et cet aimant, l'aimantation de cet aimant pointe vers le bas, grand M indice M, ici. Et puis, du coup, on sait qu'un aimant qui possède un moment magnétique, ça crée une induction magnétique Bm à l'extérieur de l'aimant, qui est, je vous rappelle, donnée par cette expression. Et le Bm, il est dirigé vers le bas. Donc, ça veut dire ici que si on regarde cet aimant, dans le langage que j'avais utilisé dans le chapitre 5, on a une face nord, ici en bas, une face sud, ici en haut. Et là, en dessous, on a un supraconducteur. Le supraconducteur, je vous ai dit, il doit avoir un B à l'intérieur qui est égal à 0. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il va créer une aimantation qui va être égale à moins le H extérieur appliqué. Le H extérieur appliqué, qu'est-ce que c'est? C'est le champ magnétique qui correspond à ce Bm. Ce Bm, c'est mu0 fois le Hm. Donc on a Hm qui pointe vers le bas,
Et du coup, le supraconducteur, il développe un moment magnétique grand M qui, lui, pointe vers le haut, justement pour faire en sorte qu'à l'intérieur, eh bien, l'induction magnétique soit bien zéro comme il se doit. Alors, donc ça veut dire pour le matériau supraconducteur, vous avez là, sur la face supérieure, une face nord, et pour la face inférieure, une face sud. Donc ici, ça veut dire que vous avez l'aimant, le supra, avec deux faces nord. C'est-à-dire, vous avez, si vous préférez l'autre langage, vous avez deux moments magnétiques produits de grand M, l'aimantation par le volume de ce supraconducteur pour le grand M, et le petit m de l'aimant qui correspond au produit de grand M indice M par le volume de l'aimant, eh bien, vous avez deux aimants avec des moments magnétiques qui sont opposés. Et du coup, évidemment, ça se repousse. Et vous pourriez le vérifier en utilisant cette expression qui vous dit que le F, la force qui s'exerce entre ces deux objets, c'est moins petit m fois dB sur les Z. Donc si on regarde ici, le petit m, ça serait le petit m du supra. Le dB sur dz, ça serait celui qui est provoqué par le B de m qui est là, avec une expression de m qui est ici. Et donc on constate que la force B de m varie comme 1 sur r au cube, r étant la distance entre disons l'aimant du haut et le point considéré. Donc ici, petit r, ça serait la distance entre l'aimant et le supra. Donc la dérivée par rapport à z, parce que ça c'est la coordonnée z, eh bien vous voyez que c'est moins 3 sur z puissance 4. Donc ici avec le signe moins, ça fait plus. Le m du supra, ça pointe aussi vers le haut, donc on a bien un plus également. Et donc on a une force qui tend à repousser en fait l'aimant et le supraconducteur. Alors ici, pour voir l'effet que ça, donc ça veut dire que cet aimant, il va léviter, c'est-à-dire il va flotter à une distance finie du supraconducteur parce que les deux se repoussent. Donc ça veut dire ici, vous pouvez prendre un poisson dans son petit bocal de l'eau, et si la force de répulsion est suffisamment importante, vous voyez que le poisson, il est heureux, il est dans son petit bocal, mais il flotte, il lévite, comme on dit, à cause justement de cette force de répulsion entre le supra et l'aimant. Et je précise, s'il n'y avait pas d'aimant, le supra, il n'aurait pas d'aimantation grand M induite, parce qu'il aurait un B égal à 0 de toute façon. Donc, en fait, cet effet de lévitation, de répulsion, elle est liée au fait que là, vous avez mis un aimant et que le supraconducteur, il ne veut pas qu'il y ait des lignes d'induction magnétique qui pénètrent à l'intérieur du matériau correspondant. Alors ici, donc, à quelle hauteur ça lévite? Eh bien, pour le voir, on trace l'énergie en fonction de la hauteur, Z. Donc, il y a deux forces. Il y a la pesanteur, donc le bocal plus l'eau plus le poisson. Et bien évidemment, cette énergie potentielle de pesanteur, elle varie comme l'altitude. Donc, elle augmente quand l'altitude augmente. Inversement, la force, enfin l'énergie, le moins mb que vous avez pour la force magnétique, elle décroît, elle, comme 1 sur z au cube, ici. Plus vous êtes éloigné, plus elle est faible. Plus vous êtes proche, plus cette énergie est grande, ce qui veut dire que le système il préfère aller vers les hauteurs les plus élevées pour avoir une énergie potentielle magnétique qui soit aussi faible que possible. Mais s'il va trop bas, il y a l'énergie potentielle de pesanteur qui est trop élevée. Donc la somme de ces deux énergies amène à un compromis, c'est-à-dire si on fait énergie potentielle de pesanteur plus énergie magnétique, la somme des deux fait ça, cette courbe, et on voit qu'il y a un minimum d'énergie potentielle à une certaine hauteur, et donc qui est celle-là, qui est la hauteur d'équilibre.
Alors, avec un matériau supraconducteur, vous pouvez faire l'expérience ici avec un lutteur de sumo. Et donc là, je vous garantis que le poids d'un lutteur de sumo, c'est des centaines de kilos. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il est posé sur un aimant. Le plateau, ici, il y a un matériau supraconducteur. Et donc, votre sumo, il lévite quand même. C'est-à-dire, la distance va être plus petite que celle-là, et il y aura toujours une distance finie, parce qu'il y aura toujours cet effet de minimum. Plus vous essayez de rapprocher l'aimant du supraconducteur, plus la force magnétique, enfin l'énergie magnétique va être élevée, plus la force de répulsion va être gigantesque. Alors, on a parlé de matériaux supraconducteurs de type 1, donc je vous ai dit, pour un supra de type 1, si on regarde moins l'aimantation en fonction du champ magnétique, on a quelque chose qui est linéaire, qui est simplement H, ici, puisque moins m est égal à h. Le 4pi qui est ici, c'est encore parce que c'est des unités électromagnétiques baroques, mais en fait, en système SI, c'est simplement moins m fonction de h. Et donc, on avait dit, pour un supraconducteur de type 1, quand on atteint HC, eh bien, le système n'est plus supraconducteur, et donc, il est supraconducteur avant. Si H dépasse HC, il n'y est plus. Mais il y a une autre catégorie de supraconducteurs qu'on appelle de type 2. Et ceux-là, ces supraconducteurs de type 2, c'est ceux qui correspondent aux supraconducteurs dits à haute température critique, c'est-à-dire les oxydes de cuivre, donc qui ont, je vous rappelle, une température de transition qui peut aller jusqu'à 150 voire 160 Kelvin. Et en fait, pour eux, pour ces supraconducteurs de type 2, qu'est-ce qui se passe? La seule différence pratique, c'est qu'ils obéissent au diamagnétisme parfait, moins m est égal à h, tant que la valeur de h du champ magnétique extérieur appliqué n'excède pas une valeur HC1. Et quand on excède HC1, le système reste supraconducteur, mais voyez que le moins m petit à petit tend vers 0, et m atteint 0, le système n'est plus supraconducteur, a une valeur HC2 du champ magnétique extérieur, et ce HC2 peut être colossal, des centaines de Tesla. Et donc, que se passe-t-il entre HC1 et HC2? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un état qui est intermédiaire, un état mixte, dans lequel, en fait, à l'intérieur de l'échantillon, il se comporte comme du gruyère, c'est-à-dire qu'il y a des régions, ici en bleu, qui sont les régions supraconductrices, avec un B qui est égal à 0, une induction qui est égale à 0, et en jaune, ici, il y a des petites zones dans lesquelles B n'est pas égal à 0, c'est-à-dire il y a de l'induction magnétique qui pénètre dans le système. Et vous voyez que ces régions jaunes, donc dans lesquelles il y a de l'induction du flux magnétique, forment ici un réseau qui ressemble à des triangles, un réseau triangulaire. Et en fait, cet état-là, qui est là, c'est un état qui est de résistance strictement nulle, c'est-à-dire que ces régions bleues circuitent complètement les régions dans lesquelles il y a de l'induction magnétique qui existent et du coup qui paraissent normales. Donc, quand bien même il y a des régions normales, jaunes ici, eh bien, le fait qu'il y ait des îles, enfin une mer plus exactement, qui, elle, a une induction nulle, donc dans lequel, là, vous avez de la supraconductivité, ça suffit à rendre complètement supraconducteur tout le matériau. Voilà, alors, très bien, donc, je vous ai dit, notre poisson qui est là, notre lutteur de sumo qui est ici, et maintenant, on va voir en pratique la supraconductivité à l'œuvre. Supraconductivité, en fait, justement à base de supraconducteurs à haute température critique. Et
Et là, je vais vous montrer en réalité donc, ce qui se passe. On va voir une expérience, la première, qui montre ce qu'on appelle le MagSurf. Alors là, pour ceux qui sont fans de Retour vers le futur, vous connaissez la planche à surf donc de McFly. Donc ici, on va voir ça réalisé. Et cette planche à surf, en fait, va contenir le matériau supraconducteur et le guide, le rail, lui, il va être l'aimant. En d'autres termes, c'est cette expérience-là ou celle-là dans lequel ici, c'est le supraconducteur et là, c'est l'aimant. Alors, voyons. Pardon, excusez-moi. Là, on va voir. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et donc, vous voyez que ça a même été sur BFM télé. Donc, qui voyait voyager en lévitation. Certes, le style est hésitant et nous sommes encore loin. Donc, la distance, là, ce mode de MagSurf, c'est 10 mètres maintenant. Elle n'est pas très aérodynamique et pour cause, la planche contient des pains de matériaux et un réservoir d'azote liquide. C'est un supraconducteur. C'est les pains en fait. Voilà, donc ici le supra de il est dans le surf directement et le rail, lui, il est aimanté. Alors on est obligé de mettre de l'azote liquide pour que le supra soit supra. Parce que la température ambiante, il ne le serait pas, donc ça ne marcherait pas. Donc voilà pour cette première illustration de la supraconductivité. Deuxième illustration, donc également quelque chose d'assez spectaculaire. Voilà, donc on va voir ici. Donc ça va prendre juste un tout petit peu de temps pour charger sur YouTube. Et on va y arriver. Ici. Voilà. Et donc ce qui va se passer, vous allez voir, on va faire un petit train. Donc là, il va y avoir une pastille. Pardon, ici, une pastille supraconductrice, même principe, c'est-à-dire il refroidit à l'azote liquide, un rail aimanté et on va faire mumuse. On va jouer. Voilà. Ici, la supraconductivité comme on ne l'a jamais vu. Donc le supraconducteur, l'aimant permanent, qui va être le rail. On voit que... Ah. Alors, arrêtons-nous ici un petit instant. Vous voyez que la pastille supraconductrice, quand vous renversez, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'aimant est là et le supraconducteur est ici, vous pourriez vous dire, ah mais ils se repoussent, donc ils vont tomber, il va tomber. Elle va tomber, la pastille. Pas tout du tout. Pourquoi? Parce que le flux de l'induction magnétique que vous avez au travers de ce système ne peut pas changer. Si la pastille tombe, ça voudrait dire que vous faites varier le flux de B, disons, au travers de ce système. L'induction B à l'intérieur, elle est égale à 0 pour du supra, mais à l'extérieur, elle n'est pas égale à 0. Et donc, si vous changez la hauteur, c'est-à-dire si la pastille tombe, le flux de B est vrai, et ça, c'est interdit pour un supra. Donc, ça veut dire que la distance entre l'aimant et le supra doit rester strictement constante tout le temps. Et donc, votre aimant, en fait, voilà, il reste à la même hauteur par rapport à l'aimant une fois que vous avez fait vous avez démarré l'expérience. Voilà, alors on va vous montrer comment il réalise ce dispositif. Voilà. Donc, il y a un cristal de saphir avec un supra à haute température critique de l'ordre d'un qui vont enrôler dans du plastique pour
Voilà, pour éviter que le cire est le substrat et le substrat même. Et là, notre pastille supraconductrice, on la refroidit à l'azote liquide, ça devient supraconducteur et la hauteur aimant est fixée. D'accord. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le faire tourner, vous pouvez le renverser, votre supra va bouger. Voilà. Vous voyez que vous pouvez vous amuser à plein de trucs. Ben, le flux de B peut changer. Donc, là, ici, c'est magique. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, oui, on va faire ça. Donc, je fais avancer un petit peu. Voilà, donc le rail magnétique. Voilà, donc on prend la pastille et on fait un petit train. Ici. Voilà. Et alors, on va voir quelque chose qui illustre ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la hauteur entre le rail et le supraconducteur, cette hauteur, elle est complètement fixée. Et d'ailleurs, elle était assez importante, c'était plusieurs centimètres. Mais si vous mettez un obstacle, voilà, qui est un aimant, bien sûr, il faut que ce soit un aimant, et ben, la hauteur de la pastille doit rester haute, ce qui veut dire que la pastille, elle passe au-dessus de l'obstacle. Voilà. Alors là, une barrière était trop élevée, donc vous avez 4 cm d'évitation, ce qui est quand même pas mal du tout. Il faut dire que la pastille est assez légère. Ce n'est plus le record de hauteur. Et alors, vous pouvez également faire léviter de secours. Et donc là, vous avez un système dans lequel les pastilles se croisent et se recroisent exactement suivant le même principe, que le fluide ne change pas au travers de chacune des deux pastilles. Alors, ok, mais voilà, on peut faire utiliser ce que je vous disais, c'est-à-dire que la hauteur entre l'aimant et le supraconducteur, elle est fixée une fois que vous avez atteint la valeur du niveau. Et donc, ça veut dire que vous pouvez renverser votre rail et ici, eh bien, vous avez un système qui est une crémaillère, mais supraconductrice. Voilà, alors bon, très bien. Ici, on revient sur le plan de notre cours, là, voilà. Et le dernier aspect ou la dernière expérience que je voulais vous montrer pour illustrer que c'est une vérité, l'utilisation de la supraconductivité pour des applications pratiques, c'est en fait ici un maglev, donc ce qu'on appelle magnet levitation. Ici, donc, on a un train et ce train, il a un guide, enfin, il a sur les côtés des parties qui sont supraconductrices et le guide, le rail, eh bien, ce sont des aimants. On voit que ici, sur un trajet qui fait de l'ordre de la dizaine de kilomètres, eh bien, ce maglev, il fonctionne et il va à des vitesses qui excèdent 600 km/h. Et là, c'est un record absolu, c'est-à-dire à ce jour, on n'est pas arrivé à faire plus rapide, mais vous constatez que c'est quand même, voilà, c'est de la technologie qui n'est pas simplement, on va dire, de la science-fiction, mais c'est une véritable réalité. Voilà, donc c'était fait au Japon.
Alors, voyons voir justement un peu le principe opérationnel de ça, de cette supraconductivité utilisée pour faire un maglev. Donc, eh bien, vous avez merci de couper au micro. Là, j'entends quelque chose. Alors, donc ici, comment ça se passe? Ben, vous avez, je vous ai dit, oula, c'est peut-être moi, ça se peut. Oui, je crois que je comprends ce qui se passe. Voilà, on va arrêter ici. Pardon, donc je reviens. Donc on va comprendre ce qui se passe. Donc je vous ai dit que le rail, eh bien, c'était un aimant. Alors en fait, c'est un aimant qui a la forme d'un électroaimant ici, là, et vous voyez que c'est un électroaimant en forme de U, comme ça, ici. Là sont les parties supraconductrices qui sont elles, qui font partie de la cabine du train. Et là, vous voyez qu'il y a des petits guides qui sont ici, mais ce n'est pas le principe opérationnel, puisque ceci, la cabine, le train, va devoir l'éviter ici par rapport au guide qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe est illustré ici. Donc, vous constatez que là, sur le guide, sur les rails, hein, comme ce guide a la forme d'un U, ici, si vous avez là un aimant qui est un pôle sud, de l'autre côté, vous avez un aimant qui est un pôle nord et vice-versa. Donc, on constate que pour le rail, les bords du rail, on a nord pour l'un, sud pour l'autre extrémité. Et on s'arrange pour qu'il y ait plein de petits aimants ici, hein, et pour lesquels vous avez une alternance, disons, entre une section. Donc là, par exemple, vous avez 1, 2, 3 sections, d'accord? Vous alternez sur une partie du rail, nord-sud, 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 et automatiquement, comme c'est, si j'ose dire, le même aimant, mais simplement le pôle opposé, ben, de l'autre côté, vous avez sud-nord, sud-nord, sud-nord. Et au moment où le train passe ici, eh bien, ce qui se passe, c'est que dans la mesure où ces parties-là sont supraconductrices, elles vont opposer à une face de l'aimant d'un rail, d'un côté du rail, la même face. D'accord? C'est exactement le principe qu'on avait là, on décrivait ici. D'accord? Si vous avez un aimant qui a une face nord, là, automatiquement, vous allez aussi avoir une face nord face à elle. D'accord? Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, on a nord-nord, mais si là, on a une face nord, la petite section du même rail qui est juste après, elle a un pôle sud. Et donc, ça veut dire que là, il y a un effet d'option, mais là, il y a un effet d'attraction. Comme ces pôles ici ne sont pas à la même position, ça veut dire que cette force d'attraction propulse vers l'avant votre train. Et vous voyez qu'il y a l'alternance ici, ce qui fait que l'effet, il marche aussi bien il est vrai aussi bien de ce côté que de ce côté, parce que de ce côté-là, on a là deux faces sud, donc il y a une répulsion. Là, on avait une répulsion, donc ça veut dire que le train, il n'est pas déporté ni vers le haut ni vers le bas, enfin, ni vers la droite ni vers la gauche, et il est attiré vers l'avant, aussi bien par ce qui est de ce côté que ce qui est de ce côté-là. Donc, tout se passe bien. Alors, naturellement, il pourrait y avoir des petits soucis de stabilité, et en fait, il y a un système de rétroaction qui fait que si jamais il y a un déséquilibre et que l'axe du train veut se rapprocher en fait d'un rail, ce qu'il ne devrait pas faire, eh bien, il y a une boucle
qui fait que immédiatement apparaît on va dire, un pôle antagoniste, c'est-à-dire que ici, vous voyez que par exemple entre ce pôle sud qui est là et cette section du rail qui est là, on voit une face sud là, une face nord là, donc il y a une attraction. Eh bien, quand il y a un souci, immédiatement ce truc-là s'inverse de telle sorte en fait qu'il y a une répulsion et à ce moment le train revient sur son axe. Donc il y a un système de stabilisation qui fait en sorte que tout se passe correctement. Voilà, donc voilà pour ces applications. Et donc, ça c'est ce que je voulais raconter d'une manière assez qualitative sur la supraconductivité. Naturellement, il y a beaucoup plus à dire sur la supraconductivité, mais par rapport à ce que nous, on a fait au niveau du cours sur les milieux aimantés, les seuls aspects, je vais dire, que l'on peut mettre en évidence, que l'on peut traiter d'une manière à peu près quantitative, sont l'atténuation de l'induction magnétique, c'est-à-dire l'effet de longueur de pénétration de London, et le fait que le matériau se comporte comme un diamagnétique parfait. Alors, il nous reste quand même à parler d'une application qui est importante. Alors, je vais revenir sur le plan de cette section. Là, et ce dernier volet, c'est l'imagerie à résonance magnétique, donc l'IRM, qui évidemment est utilisée de manière intensive et importante dans le contexte médical et qui s'appuie sur ce qu'on appelle donc la résonance magnétique nucléaire. Ceux d'entre vous qui ont choisi cette option, eh bien, bien sûr, vous avez déjà entendu parler de RMN et possiblement d'IRM également dans la foulée. Alors moi, je ne vais pas refaire tout ce qu'il y a à faire sur la résonance magnétique nucléaire. Je vais juste rappeler les éléments qui sont utiles pour pouvoir parler d'IRM, donc d'imagerie par résonance magnétique, dans le contexte médical. Alors, comme il nous reste simplement quelques minutes, 8 minutes avant la fin de cette séance, je ferai ça, je prendrai un peu le temps pour faire ça à l'occasion de notre dernière séance de cours. Alors justement, donc ça me donne l'occasion de vous parler, ce que j'avais dit en début de séance, de vous parler un peu du programme de fin de ce semestre, donc au niveau du cours et au niveau des travaux dirigés. Alors au niveau du cours et au niveau des travaux dirigés, la semaine prochaine, c'est la semaine des vacances de Pâques. Donc bien évidemment, il n'y a ni cours ni travaux dirigés. Alors, on va dire les éléments qui sont en cours encore, c'est cette semaine. Donc, il y a, on va dire, travaux dirigés au sens traditionnel du terme, mais sur le mode que l'on a déjà adopté depuis le début de ce confinement, c'est-à-dire de vous donner des indications sur les exercices concernés. Là, ça sera la feuille de T numéro 6, mais la séance numéro 9 de travaux dirigés. Et donc, pour cette feuille de TD numéro 6, vous recevrez via l'OEVA, la secrétaire, à partir de demain, les indications vous permettant de traiter les exercices de cette feuille de TD numéro 6. Et normalement, il y aurait eu la solution de ces exercices la semaine du 13 avril, mais c'est la semaine de vacances. Donc, simplement pour que vous ayez ça en main, si j'ose dire, eh bien, à la fin de cette semaine, vous recevrez également les corrigés
de cette feuille de TD numéro 6. Au niveau des devoirs maison, justement, donc là, normalement, on devrait récupérer les devoirs maison. Donc, ceux qui souhaitent les rendre, merci de les rendre, disons d'ici à la fin de cette semaine. Et ce que l'on fera donc, c'est que la dernière séance de D, la séance numéro 10, qui sera planifiée la semaine du 20 avril, eh bien, en fait, vous aurez eu le corrigé de la feuille de TD6, c'est-à-dire que vous aurez eu les corrigés de toutes les feuilles de travaux dirigés qui sont nécessaires. Et donc, cette dernière séance sera plutôt de type questions-réponses, c'est-à-dire qu'on vous invite au cours de cette semaine du 20 avril, ceux qui le souhaitent, de nous poser au jour où vous avez normalement travaux dirigés, de nous poser par mail d'éventuelles questions que vous pourriez avoir sur l'ensemble des travaux dirigés, donc l'ensemble des 6 feuilles de travaux dirigés, et également, donc, vous aurez eu le corrigé du devoir maison, mais si vous avez également des questions concernant ce devoir maison, ça sera aussi l'occasion de poser ces questions. Donc ça, c'est au niveau des travaux dirigés. Au niveau du cours, ce qui est pour le cours, eh bien, j'aurai fini bien avant, je dirais, la fin de l'heure et demie, la semaine du 20 avril, qui est la dernière semaine où il y aura cours, j'aurai fini l'application RMN-IRM. Donc, de la même manière, ce que l'on peut, peut très bien concevoir, c'est que ceux qui ont des questions sur l'ensemble du cours, que vous me posiez ces questions par mail. Donc, vous pouvez me les poser à moi, vous pouvez les poser également à Shinlu pour ceux qui ont Shin comme, disons, au niveau des travaux dirigés. En ce qui concerne ceux d'entre vous qui avaient donc Anna Enriquez comme assistante de travaux dirigés, puis ont eu une semaine Marcello Civelli, vous pouvez soit lui poser les questions à Marcello Civelli ou à Shin ou à moi, même pour ce qui concerne le cours. D'accord ? Peu importe, on vous répondra si vous avez des questions. Alors évidemment, il y a une question qui est ouverte là, à ce stade, j'imagine vous interrogez tous, c'est qu'en est-il de l'examen, etc. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse claire et précise à ce stade-là. Soyez assurés que toute l'équipe pédagogique, en ce qui nous concerne, mais au-delà, tout ce qui est la formation, il y a une réflexion qui est en cours pour savoir quel va être le mode d'examen. Donc, est-ce que c'est simplement de reculer la date, mais évidemment, ça implique pas mal de choses, donc ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, on y réfléchit et on va trouver une solution qui, évidemment, ne vous pénalise pas à cet égard. Voilà, donc j'en ai fini pour cette séance de cours. Donc, merci d'avoir été présent et donc bonne vacances pour la semaine prochaine et à dans 2 semaines.